Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous, les contributeurs de la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon. C'est uniquement grâce à vous que nous pouvons chaque semaine produire ces nouvelles émissions. Alors, notre nouvel invité, je suis ravi de le recevoir puisque c'est la première fois qu'il vient dans Les Incorrectibles. C'est un journaliste, il s'appelle Régis Le Sommier. Bonsoir Régis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous propose, pour commencer cette émission, c'est une tradition, de revenir rapidement sur votre parcours pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Alors, vous êtes, je l'ai dit, journaliste. Vous avez commencé votre carrière à Paris Match en tant que grand reporter. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Comment en êtes-vous arrivé à devenir journaliste ? Complètement un hasard. Je suis devenu journaliste parce que je devais faire, entre ma deuxième et ma troisième année de Sciences Po, un stage en entreprise. J'avais un copain d'enfance dont le père était rédacteur en chef à Paris Match et je lui ai demandé de faire un stage. Mais un stage, vous savez, comme dans les... on rend un rapport de stage. Il s'avère qu'il aurait pu travailler chez Volkswagen ou je sais pas qui. J'aurais dit, OK, je n'avais pas vocation à l'époque, dans ce que je voulais faire, à faire du journalisme. Je savais pas d'ailleurs très bien ce que je voulais faire. Et en fait, je suis arrivé... un été, ce qui est toujours idéal quand on fait un stage pour pouvoir avoir des sujets au bout d'un moment parce qu'il y a moins de monde. Et tout à coup, c'était la période, c'était 94, et c'était la période des guerres dans les Balkans. Il y avait les guerres en Tchétchénie. Et je voyais, tout de suite, j'ai vu, le journal, en fait, servait de sas de décompression pour les grands reporters qui revenaient, ils posaient leur sac à dos et ils discutaient avec le staff. Et je voyais ces grands reporters qui revenaient de ces conflits, etc. Et assez rapidement, je me suis dit, j'écoutais leurs histoires, surtout les histoires qui n'étaient pas écrites dans le journal, le à côté, le off de la façon dont le reportage s'organise, qui se passe bien ou qui se passe pas bien. Et tout à coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. Ça a été très, très rapide. Et ensuite, mon but, ça a été justement de faire ça. Et presque uniquement ça, parce que je considère, même si j'ai eu des fonctions à la direction de Paris Match, que j'en ai aujourd'hui à la direction d'Omerta, je considère quand même que l'absolu du métier de journaliste, ou en tout cas de ma spécialité de journaliste, de reporter, c'est ça, c'est d'aller sur le terrain, c'est de perpétuer cette idée d'aller regarder sur place, observer, sentir, ressentir et rapporter avec nos yeux, avec notre sensibilité, ce qu'on a vu à nos lecteurs ou à nos spectateurs. Alors justement, on va parler de votre actualité, d'Omerta, bien sûr, mais aussi et surtout de ce livre événement que vous venez de sortir. Mais avant cela, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'il vous reste de votre passage à Paris Match. Vous avez vu ce journal changer ? J'ai vu ce journal changer. Je trouve malheureusement, je suis un peu désespéré de l'état de la presse en général aujourd'hui, et je vois que beaucoup de journaux ont du mal si vous voulez, à changer, à transiter dans l'âge digital, numérique, que c'est compliqué parce qu'il y a une perte de lecteurs qui n'est pas forcément compensée par l'audience qu'on peut avoir en ligne. Et donc cette équation-là, ce business model, il est un peu fluctuant, on dira, et je vois qu'il y a beaucoup de journaux qui ont du mal. Paris Match reste encore un journal très lu, mais ce qui me reste de Paris Match, non, c'est cette façon de faire du journalisme. Moi, j'ai jamais dérogé de cette recette de l'entrée par l'histoire humaine, de la petite histoire qui va incarner la grande, du personnage qui incarne un drame, un bonheur, une situation en fait, même un pays parfois. Et ça, j'ai toujours appliqué ces principes qui n'ont pas changé en fait, et qui d'ailleurs tout au long de l'existence de Paris Match n'ont pas changé. C'est toujours l'idée d'abord d'aller sur place, c'est toujours très très important. C'est vraiment un leitmotiv. Et puis cette idée de rentrer par l'émotion, de rentrer par l'histoire humaine, la dimension humaine. C'est ce qui me reste. C'est vraiment l'héritage de Paris Match. On est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles, donc pas de langue de bois. On va rien cacher.
cacher, vous avez quitté Paris Match, vous en avez même été licencié, si je ne me trompe. Oui, tout à fait. En 2021, oui. Vous pouvez nous dire pourquoi ? J'ai été licencié tout simplement parce que j'incarnais une forme de légitimité. J'étais directeur adjoint de la rédaction de Paris Match et disons que tragiquement notre directeur Olivier Royan est décédé. Il a eu un cancer et il est mort presque aux commandes de Paris Match. Il est venu jusqu'au bout faire son journal. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé énormément. Donc voilà, il y a eu d'autres choix qui ont été opérés au sein de la direction du groupe Lagardère. Et je n'en faisais pas partie, voilà. Et donc, bon, ça s'est passé comme ça se passe dans pas mal d'entreprises. Je n'en ai aucune amertume. J'estime ne pas avoir été, en tout cas ne pas être parti certainement pour avoir commis une faute ou autre chose. Mais d'avoir pu rebondir tout de suite, ça a été formidable. Et puis d'avoir, justement, le fait de rebondir m'a permis de briser le carcan d'un monde qui jusque-là m'était interdit, c'est-à-dire ce monde du digital, ce monde de la télévision. Je dis pas qu'il m'était interdit, je faisais de la télé, il m'était arrivé aussi de mettre la main à la pâte, de commencer à faire des vidéos de mes reportages, mais j'avais l'intuition, et c'est ce que je fais avec Omerta pleinement aujourd'hui, c'est vraiment une intuition que j'ai eue à Paris Match, que il fallait, quand on avait des accès comme ceux de Paris Match, exploiter ça au maximum, de façon à le décliner sur d'autres supports et à décliner justement sur les supports les plus modernes que tout le monde regarde aujourd'hui. Je suis un homme de l'écrit. J'adore, on va parler d'un bouquin que je viens d'écrire, j'adore écrire, je suis un homme du texte, j'ai travaillé avec des grands photographes, j'ai eu cette chance inouïe à Paris Match de travailler avec parmi les plus grands photographes aujourd'hui. Ça m'a appris énormément, mais je sais que aujourd'hui les modes d'utilisation, les modes de consommation des médias sont différents et que j'avais envie de tenter l'aventure de ce côté-là. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec Omerta. Et le métier de grand reporter, il a évolué lui aussi ? Il a évolué, oui, considérablement. Aujourd'hui, on demande d'être un peu des hommes orchestres, c'est-à-dire on nous demande de faire des tweets. C'est même pas qu'on nous demande, on est obligé de le faire. On fait des tweets ou on n'en fait pas, parce que aussi parfois il y a des questions de sécurité quand on va dans certains endroits où on peut pas tweeter. Parce que quand vous couvrez la guerre en Ukraine, par exemple, ça peut être très très compliqué, ou quand vous allez chez les talibans, l'endroit d'où je viens d'y passer 2 semaines en Afghanistan, tweeter instantanément ou utiliser ce média pour dire je suis là, c'est pas forcément très bon. Donc il faut toujours étudier la façon dont on va communiquer mais c'est un média qui oblige évidemment, c'est un métier qui oblige aujourd'hui d'être au courant de ce qui se passe et d'essayer au maximum d'être il y a beaucoup d'informations, il y a plus d'informations peut-être à intégrer qu'avant. Et puis, il faut savoir aussi vendre son sujet, il faut savoir en parler. Il y a un peu tout ça maintenant. Alors justement, vendre son sujet, là c'est le journaliste de plateau qui vous parle. Finalement, le métier de grand reporter, il est assez méconnu. J'aimerais bien savoir comment ça se passe concrètement quand on est sur un terrain de guerre. Comment on se débrouille ? D'où vient l'argent ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? L'argent, il vient du média qui va vous dire l'argent pour se rendre sur place ou pour payer les choses. Oui, ou sur place. Une fois que vous êtes sur place, si vous avez des informateurs, bien sûr. Alors ça, c'est une rémunéré. Comment ça se passe ? Vous partez bien souvent. Moi, je vais souvent dans des pays où il n'y a pas de carte bleue, où il n'y a plus de carte bleue. Vous avez tout un tas d'endroits dans le monde où le système bancaire n'existe plus. Prenez l'exemple de l'Afghanistan. C'est un pays où il va falloir envisager avant de partir quelle devise on va utiliser. Alors, à un moment, c'était le dollar. Maintenant, on peut payer en euros en Afghanistan. Donc, il y a aussi des changements comme ça qui peuvent se produire. Il faut, et ça, c'est toujours la difficulté, il va falloir qu'on porte sur soi un certain nombre une somme qui va nous servir pendant tout le séjour. Pendant tout le séjour, il va falloir être économe. Parfois, on s'aperçoit qu'il y a un bout de trajet qu'on doit faire absolument qui va coûter plus cher. Donc, la liasse, elle va baisser. Vous la gardez sur vous. Le matin au petit-déj, vous avez votre blouson, vous l'avez sur vous. Vous la laissez pas dans la chambre. Enfin, il y a tout un tas il y a une gymnastique qui est faite comme ça. Et puis, le risque, évidemment, c'est de se faire arrêter à un checkpoint, c'est de se faire tout piquer. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc, on est toujours en train d'anticiper ces facteurs qui existent quand on est sur le terrain. Donc, il va falloir garder aussi suffisamment d'argent pour pouvoir terminer le séjour. Et si le séjour se prolonge de 4 jours, comment on fait ? Alors, on a
a Western Union, où on peut éventuellement appeler à Paris, on se dit, on se fait retirer de l'argent, mais un Western Union, il n'y en a pas partout. Enfin, tout ça, c'est aussi des complexités qui viennent s'ajouter à la complexité de base du reportage. Donc, c'est des moments où on est tout le temps en alerte et tout le temps à anticiper ce qui peut se passer, ce qui peut, le pire parfois. Alors, en alerte, justement, vous le disiez, le pire parfois, c'est justement la question fondamentale que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez déjà craint, je suppose que oui, pour votre vie, craint de mourir en reportage? Oui, il y a eu quelques moments très compliqués, oui. Il y a des moments, moi je me souviens du conflit irakien, où oui, on se dit, je me souviens de bombardements très très intensifs à Bagdad, au nord-ouest de Bagdad, où on était arrivé un soir. Alors, ce qui est assez troublant, c'est que quand on arrive dans une zone de guerre, bien souvent, les soldats ou la guérilla qui est là, qui vous accueillent, vont essayer de faire en sorte que, pour vous, de vous laisser penser que la situation est sous contrôle et que tout va bien. Alors qu'en fait, vous regardez, et vous qui venez d'arriver, qui avez un œil neuf, vous n'êtes pas habitué à, je sais pas, le commandant nous avait fait visiter le camp, je me souviens, et il y avait 2 cadavres par terre, et il n'a même pas regardé les cadavres. Ça, c'est une zone de guerre. Vous entrez dans une zone de guerre quand vous avez 2 corps et que personne n'y fait attention. Ça veut dire que c'est une occurrence qui se répète. Ça veut dire que il y a une habitude. Donc après, il y a eu les bombardements qui ont commencé la nuit. On s'est dit, vu l'endroit où on était extrêmement exposé. De l'autre côté de la rivière, il y avait des miliciens, c'était des miliciens sunnites qui tiraient sur la zone chiite dans laquelle on était avec les soldats américains. Et voilà, on s'est dit, on va pas en sortir vivant de ce truc, c'est dément. C'est parce que les bombardements allaient, voilà. Donc il y a des moments comme ça. Il y a eu la bataille de Mossoul aussi, où là, on faisait, l'armée irakienne ayant besoin de montrer qu'elle était à l'offensive contre Daesh, qu'elle allait reconquérir la ville. Il y avait une option communicationnelle chez elle de montrer, donc elle prenait des journalistes, en l'occurrence nous, pour aller en première ligne. Et là, on faisait la pénétration dans le quartier avec l'unité qui allait à l'assaut. Et ça, c'est assez rare. Hein. D'habitude, les armées vous amènent toujours en 2e, en 3e ligne. Vous entendez boum boum, tout le monde est content, on fait le direct avec le casque, et puis voilà. Là, c'était la première ligne. Ça m'est arrivé aussi avec les Russes au mois de janvier. Mais c'est très rare, ce genre de moment. C'est des moments, effectivement, où on joue à la roulette russe, faut être clair. Entre l'obus qui tombe à 10 mètres et qui tombe sur vous, c'est la loterie, quoi. Enfin, c'est pas vous qui décidez. Donc il y a un côté irrationnel quand même dans ces moments-là. Je sais que quand ça nous est arrivé en janvier, on s'est retrouvé par inadvertance sous le feu d'un char ukrainien qui était à 500 mètres. On était donc avec une unité russe juste sur la ligne de front. Bon, on est là, on se dit, c'est incroyable, on a des images incroyables, on va faire un doc super, mais on va faire un doc super si on arrive à en sortir. Si on arrive à sortir de cet endroit. Et c'est compliqué de sortir de cet endroit au moment où ça se passe. Voilà. Donc ça, oui, et puis vous décidez pas. C'est la chance, c'est le mektoub, comme disent les musulmans, c'est le destin. Voilà. C'est comme ça que c'est. Voilà. Et vous croyez en votre destin, parce que je suppose oui, que et puis je crois en Dieu aussi. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi des moments. Ah, vous êtes croyant, oui, c'est ça. Oui, je suis croyant. Et puis il y a des moments aussi, on sent bien. Il y a moi 2-3 fois. Enfin, c'est pas que dans des situations comme ça, mais le côté de l'ange gardien, je crois beaucoup à l'ange gardien. Je crois beaucoup à l'ange gardien. Ouais. Ouais. Pour la famille, ça doit pas être toujours facile parce que vous avez des enfants. Enfin, je veux pas. J'ai des enfants, j'ai usé plusieurs mariages à ce métier. C'est pas facile. Il faut essayer de tempérer, surtout la gestion des communications. Quand on est là-bas, que ça prend plus de temps, par exemple. C'est pas tellement l'intensité, parce que nos conjoints, ils savent, ils sont avec nous, donc ils savent ce qu'on fait. Mais puis ils ont vu aussi ce que ça donnait en film ou en reportage. Mais c'est surtout de savoir. C'est pas forcément pour les rassurer, d'ailleurs. Non, mais quand on dit, par exemple, on part une semaine et que ça dure 10 jours, là on sent qu'on pousse, on tire un peu sur la corde, et que quand on revient, on n'est pas forcément accueilli à bras ouverts, parce que on a provoqué de l'inquiétude. Mais ça fait partie, malheureusement, c'est un métier très personnel aussi. C'est des choix personnels qui. Solitaire presque. Oui, solitaire.
une solitude qu'on partage, puisqu'en général, on part toujours à 2 ou à 3. Souvent, avec Paris Match, moi, c'était le couple photographe-reporter. Donc, on avait l'habitude de travailler ensemble. On avait l'habitude, c'est-à-dire que dans ces circonstances-là, quand on couvre ce type de sujet, il vaut mieux avoir un photographe qui est pas là uniquement pour faire de la photo, ni un journaliste qui est là uniquement pour faire du texte. C'est extrêmement complémentaire. C'est-à-dire que quand l'un a un coup de mou, l'autre prend le lead. Par rapport aux autorités avec qui on est, par rapport au groupe armé qu'on accompagne, il y a une sorte de partage des tâches quasiment instinctif, ce qui fait que quand je dis le couple, parce que on est fusionnel presque, et on connaît nos habitudes, on a travaillé plusieurs fois ensemble, on sait la façon dont on dort, la façon dont on se comporte, si on a faim, si on n'a pas faim, quand ça va pas. En fait, tout ça, voilà, on vit avec nos partenaires de reportage, peut-être plus parfois qu'avec notre propre conjoint. Et vous gardez des contacts avec les gens que vous rencontrez sur ces terrains de guerre? Alors oui, ça alors je garde des contacts autant que possible, mais il y a des pays où je suis jamais revenu, ou des villes dans lesquelles je suis jamais revenu. Mais en revanche, vous savez, on dit toujours le reportage. Alors c'est en effet un très beau métier de ramener de l'image, de ramener une histoire, d'essayer de la mettre en forme et d'expliquer ce qui se passe. Mais ce qui est très très important, on dit en anglais on dit the journey that matters, c'est-à-dire le voyage en fait qui est important, les rencontres qu'on va faire où tout à coup on va passer un quart d'heure, une demi-heure avec un type dans une maison parce qu'on s'est réfugié là, on va discuter, il va y avoir quelques échanges et ces échanges-là on les oubliera jamais. Et ensuite, après, la guerre va nous amener ailleurs, ou la catastrophe, parce que ça peut aussi être dans des feux de forêt en Californie, je me souviens, où on retrouve des gens dans des situations dramatiques et on va passer un moment intime avec eux. Et ces gens-là, ces moments-là ont une qualité incroyable. C'est aux confins de la vie qu'on arrive à la sentir le mieux, en fait. Et pour nous, et pour les gens qu'on rencontre. Et ces rencontres-là, elles sont sublimes. Pourquoi ? Parce que, aussi, ce sont des gens qui sont souvent très démunis, qui n'ont pas grand-chose qui leur reste et qui, du coup, il n'y a pas de triche, ils sont transparents, ils vous racontent leur histoire telle qu'elle est. Alors, ils peuvent vous mentir, ça peut arriver, mais c'est plus... quand ils vont vous mentir, c'est parce que vous êtes... Par exemple, pour reprendre Mossoul, quand vous ouvrez la porte d'une maison qui a été sous le contrôle de l'État islamique pendant 2 ans et demi, que vous êtes les premiers visages hors de l'État islamique, il y a les gens, qu'est-ce qu'ils font immédiatement? C'est une stratégie de survie. Une stratégie de survie, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander des cigarettes. Pourquoi? Parce que la cigarette était interdite sous l'État islamique. Donc, on veut des cigarettes, on ne fait pas partie de l'organisation. Tout de suite, il faut qu'on dise, on n'en fait pas partie. Parce qu'on n'est pas sûr que le soldat irakien, il va pas nous tirer dessus. Tous les mecs ont des barbes hyper fournies parce que Daesh l'exigeait. Voilà. Et ça, les gens qui sont dans ces situations-là, adoptent des stratégies de survie qui n'ont souvent d'ailleurs bien peu à voir avec une idéologie de choisir un camp, etc. Vous savez, on entend avec l'Ukraine, qui est encore plus, une guerre peut-être encore plus intime que d'autres que j'ai pu couvrir, où vous avez un adversaire qui est chiite, l'autre est sunnite, donc il y a déjà deux sectes de l'islam très très divisées, même si ethniquement c'est les mêmes personnes. Mais en Ukraine, vous avez une sorte de fraternité slave qui existe entre les deux parties, et du coup c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement imbriqué. Les gens vous racontent, les Ukrainiens pro-russes vous racontent qu'ils ont de la famille de l'autre côté, donc c'est tout ça, c'est compliqué. Et ce qui me laisse penser une chose, c'est que dans ces guerres-là, la plupart des gens, vous entendez les pro-russes, les pro-ukrainiens, ou les Ukrainiens, ceux qui soutiennent les Russes, mais en réalité, bien souvent, les gens ne soutiennent pas un camp ou un autre. Ils se retrouvent par les circonstances dans une situation où c'est des soldats russes qui occupent leur maison. Donc de facto, ils vont peut-être pas forcément supporter les Russes, mais au moins, au minimum, ils vont rien dire. Donc ces notions de civil, pour le civil, l'idée c'est que lui survive et que ses enfants survivent, c'est tout. Et par là même, il n'y a pas tellement de politique en fait, en réalité. C'est une question toujours délicate, mais est-ce qu'il y a une expérience qui vous a particulièrement marqué
au sein de ces différents voyages. Oui, je dirais que l'expérience qui m'a marqué, c'est la mort de mon meilleur ami en Libye, un photographe américain qui s'appelait Chris Ondros. Ce qui m'a surtout marqué, c'est que je n'étais pas là au moment où il est mort. On a fait l'Afghanistan ensemble, on a fait l'Irak ensemble, on a fait des dizaines de bases américaines, de villes, comment, on a pris l'hélico, on a fait des semaines avec les soldats à arpenter les contreforts de l'Hindu Kush en Afghanistan ou par tous les temps, voilà. Et on a vécu des choses, voilà. Et Chris est parti couvrir le conflit en Libye. C'était en 2011 et on devait se retrouver à New York à l'époque. J'étais à la direction de Paris Match et on venait de publier un certain nombre de ces photos du conflit en Libye, notamment on avait publié aussi, il avait couvert la place Tahrir au Caire, donc il y avait le printemps arabe aussi en Égypte. On avait publié cette photo incroyable qu'il avait pris d'un chameau qui chargeait les manifestants parce que en fait les chameliers qui faisaient visiter Gizeh et les pyramides n'avaient plus de travail, ils n'étaient pas forcément pro-Moubarak, enfin ils en avaient marre des manifestants, donc il y avait eu des affrontements entre les gens, entre ces chameaux et les manifestants, des images incroyables de la place Tahrir, et elles avaient été publiées dans Match. Il y avait aussi le début de l'insurrection en Libye, Benghazi, des photos de camions avec des missiles qui partaient dans un paysage de désert, etc. Donc ces photos avaient été publiées et Chris me dit on va se voir le week-end prochain à New York. On devait se voir à New York. Et puis il m'appelle et il me dit non, là je vais partir à Misrata, qui était une des villes où il y avait un affrontement entre les troupes de Kadhafi et une milice, la milice de Misrata d'ailleurs, anti-Kadhafi. Donc voilà, et c'était là où ça se passait. Et Chris a pris un bateau pour y aller. Il a vu Alvaro, qui était un des photographes de Paris Match là-bas, et l'après-midi, il a été percuté par un obus, et moi je partais à New York, et donc dans l'espoir finalement de le voir, et au final je suis arrivé dans l'aéroport de LaGuardia, je me souviens, où on prenait souvent l'avion pour aller faire des sujets aux États-Unis, et il y avait CNN avec la photo de Chris avec photo reporter killed. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, quoi. Quand vous retrouvez dans les aéroports par lesquels vous alliez faire reportage avec votre photographe, et que vous voyez que sur CNN il est désigné comme mort, c'est quelque chose d'extrêmement dur, quoi. Voilà. Alors vous parliez justement des États-Unis. Vous avez notamment été aux États-Unis, interviewé plusieurs présidents américains. Quels souvenirs vous en gardez ? Je garde d'excellents souvenirs de l'interview de George Bush réalisée à la Maison-Blanche en mai 2004, d'un type extrêmement sympathique. Après, j'ai pas été tendre avec lui dans mes papiers, je le suis toujours pas, mais humainement, c'était peut-être un des personnages américains les plus sympas que j'ai rencontrés dans le sens l'accueil, etc. Puis c'était une interview incroyable. C'était la première interview que George Bush donnait à la presse française après le début de la guerre en Irak. Je lui faisais un scoop parce que personne n'avait interviewé le président sur la brouille entre la France, le fameux discours de Villepin, la brouille avec Chirac, voilà. Donc il y avait tous ces éléments-là dans mon interview, et on avait fait la couverture de Paris Match à l'époque parce que George Bush ensuite, après cette interview, se rendait en France pour célébrer, je crois que c'était 2004, c'était les 60 ans du débarquement. Donc il avait été quand même invité en France malgré le fait que nos deux pays avaient une rupture magistrale sur la question de la guerre en Irak, voilà. Quel regard vous portez sur l'évolution des États-Unis ? On va en parler bien sûr eu égard à ce qui s'est passé cette semaine. Oui. Disons que je vais rester dans on peut ergoter sur ce qui fait que l'Amérique aujourd'hui les particularités de l'Amérique aujourd'hui. J'écoutais cette semaine l'arrestation de Donald Trump, spectaculaire sous les caméras à l'américaine, le show à New York, et j'entendais beaucoup de commentaires. C'est un scandale selon vous, ça ? C'est un scandale.
Inculpation. Quand même un petit côté politique. On sent bien que le juge, c'est à New York, donc c'est pas forcément un républicain. Ça va pas. Vous savez que les juges sont élus aux États-Unis, donc c'est une grosse différence par rapport à nous. Ce qui peut être de prime abord, on peut considérer que c'est très démocratique, mais en même temps, ça pose aussi le problème de l'inféodation à un camp ou à un autre quand on a quelque chose à juger. Si on est élu démocrate, c'est sûr qu'on a une sensibilité différente. Enfin bref, et ça pose un problème aussi. Enfin, c'est un problème constant aux États-Unis. Non, ce qui m'a, je vais rester très personnel dans ma réponse sur l'évolution de la société américaine. Ce que j'ai vu en allant aux États-Unis en fait, quand j'ai couvert la réélection de George Bush en 2004. Et dans cette réélection, il y a deux moments qui m'ont marqué. Il y a un premier moment où j'ai accompagné le candidat dans le Kentucky, je crois. Nashville, oui, Kentucky. J'accompagnais donc George Bush. J'avais eu la chance d'aller le suivre. Et à un moment, un journaliste lui dit votre concurrent John Kerry, donc candidat démocrate, parle l'espagnol, il parle le français. On parle de George Bush Jr. Ah oui, George Bush Jr. Oui, bien sûr. Il parle le français, parle deux langues, et vous, Monsieur le Président, vous parlez aucune langue. Pourquoi? Et George Bush a cette remarque extraordinaire il dit I'm already having a hard time speaking English. Sous-entendu, se moquant de lui-même, parce qu'il faisait des fautes d'élocution en anglais, des fautes de grammaire en anglais. Et sur le coup, j'ai pas compris, je dis c'est complètement idiot, mais en réalité, pour l'Américain moyen, il y a rien de plus plaisant qu'une remarque comme ça. Ça veut dire que le président qui se présente est comme lui. Et John Kerry n'a jamais pu se départir de l'image de personnage hautain, bourgeois, de la côte Est, vieil argent, Nouvelle-Angleterre, etc., qui le déconnectait de l'Amérique profonde. C'est ça le problème de l'Amérique, en fait. C'est intéressant le parallèle que vous faites, parce que Donald Trump, c'est ça finalement c'est là où je veux en venir. Je vais en venir, c'est que moi j'ai cru à la victoire de Kerry, comme tous les correspondants qui m'accompagnaient, et on s'est tous plantés. Et c'est George Bush qui a été réélu, je crois, à 52%, alors que la guerre en Irak prenait déjà un aspect quand même très inquiétant, que le pays était engagé dans une croisade. On commençait à supposer que cette guerre avait été vendue sur des mensonges, donc il y avait quand même des scandales qui émergeaient, et que nous, on se disait, naturellement, les Américains vont voter pour quelqu'un qui parle français en plus, etc. Et en fait, on s'est complètement trompé. Et là-dedans, pour moi, il y avait déjà en engeance une déconnexion complète dont je parle. Je reviens un petit peu là-dessus dans le livre sur mon rapport à l'Amérique. C'est cette déconnexion complète. Moi, j'avais un petit peu pressenti aussi quand j'étais étudiant en allant à Atlanta, en allant dans la banlieue d'Atlanta, dans la banlieue de Detroit, dans des zones républicaines qu'on voit, vous savez, dans les cartes électorales américaines, il y a toujours du bleu. Alors, en général, il n'y a pas beaucoup de bleu et énormément de rouge. Bon, sauf que dans les zones où il y a énormément de rouge, il y a peu de gens, tandis que dans celles où c'est surtout les villes où il y a du bleu. Mais en réalité, c'est dans cette Amérique-là souvent que les choses se font et que l'élection peut basculer. En fait, ce qu'on appelle ces fameux swing states. Et donc, quand j'avais 15 ans, quand j'étais allé à Atlanta, j'avais été surpris de découvrir en fait des Américains. Moi, j'avais l'idée des séries américaines. J'étais fasciné, Hollywood, etc. J'étais déjà dans l'idée du American Dream, et ça m'a ramené tout de suite les pieds sur terre, et vous verrez la connexion avec Trump, c'est que je me suis aperçu que, en fait, bien souvent, les gens avec qui j'allais étaient très gentils, mais qui n'avaient aucune intention de voyager, qui n'avaient d'ailleurs jamais voyagé, qu'ils étaient un peu comme les paysans de chez nous, c'est-à-dire très dans leur endroit, très dans leur espace. Ils voyageaient, ils prenaient leur voiture, ils roulaient beaucoup, mais ils n'allaient jamais très loin. La plupart n'avaient jamais quitté l'État, et que, en réalité, ils ne s'intéressaient pas vraiment au monde. Et quand ils s'y intéressaient et qu'ils constataient que l'Amérique était haïe au Moyen-Orient, parce que vous voyez les drapeaux américains qui brûlaient à l'époque dans certains pays arabes, ils étaient démunis, ils étaient presque tristes, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on n'aimait pas l'Amérique. Et surtout, ce que j'ai compris assez rapidement, ils ne comprenaient pas pourquoi le reste du monde ne voulait pas devenir l'Amérique. Pour eux, et vous savez, chaque homme politique là-bas dit souvent, de droite comme de gauche, « We are the greatest country in the world ».
le plus grand pays, le meilleur pays du monde. Vous n'entendez jamais un homme politique français, même très patriote, dire « on est dans le meilleur pays du monde ». Aux États-Unis, tout le temps, vous avez ça. Parce qu'il y a l'idée d'une exception américaine, il y a l'idée que l'Amérique guide le monde, mais en même temps, elle ne va pas faire les efforts nécessaires pour le faire. Et quand elle intervient de manière un peu lourdote, de manière un peu massive ailleurs, on s'aperçoit que ça se fait jamais très finement, que en général c'est des catastrophes. Vous regardez les pays dans lesquels l'Amérique est intervenue depuis Clinton, que ce soit la Somalie, l'Irak, la Syrie indirectement, la Libye, c'est nous, mais il y avait l'Amérique derrière. Enfin bref, ça laissait des pays complètement fracassés. Ou alors des aventures comme la mésaventure vietnamienne, qui s'est terminée par une dictature communiste. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a eu une sorte de naïveté chez les Américains à croire qu'ils sont en effet la nation du bien, alors qu'en réalité, et dans leur perception, il y a une perception très isolationniste qui s'en fout complètement du reste du monde. Et je crois que l'aventure Trump, elle est là aussi. C'est-à-dire que quand j'ai vu, moi, que Trump avait une possibilité je me souviens à l'époque, j'étais le seul avec André Berkoff, et on était chez Guillaume Durand sur Radio Classique, et il nous avait invités une semaine avant l'élection, et en nous disant « Ouais, vous croyez toujours, les sondages donnent Hillary Clinton, etc. » Je dis « Non, il y a une possibilité que Trump... » Mais c'était pour ces raisons-là, moi, que je voyais cette possibilité. C'est-à-dire pour cette Amérique profonde à laquelle ce milliardaire parlait, alors que Hillary Clinton faisait ses derniers meetings avec Jay-Z, Beyoncé, etc. Des choses complètement déconnectées. Hollywood est haï par le fond de l'Amérique. Les gens du Wisconsin, les gens de l'Arkansas détestent Hollywood. Et ça, on le comprend pas chez nous. Et donc, voilà. Donc, cette Amérique de Trump, moi, je l'ai vu en gestation avec Bush. Ensuite, je suis parti, il y a eu Obama, qui a été une sorte de candidat qui a été élu à cause, effectivement, de son panache, son charme, parce que l'Amérique est capable tout à coup, comme Kennedy, de générer, ou comme Clinton, quelque part au départ, de générer des espèces de fulgurances comme ça, avec des gens qui apparaissent, des hommes politiques nouveaux qui jaillissent. En France, on a un problème. C'est pas tellement le cas de Biden. Non, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais en tout cas, elle est capable tout à coup de se régénérer. Mais surtout, ce qu'on a oublié, c'est que Obama a été élu surtout sur un programme anti-guerre. C'est surtout la fatigue de la guerre qui a, et d'ailleurs il s'est empressé d'ailleurs de retirer les troupes américaines de l'Irak, symptomatique des 2 mandats de George Bush. Il n'a pas réussi à le faire en Afghanistan, mais il s'est retiré d'Irak, il a tenu sa promesse, d'ailleurs il y a eu Daesh, il l'a fait peut-être un peu vite. Mais voilà, donc moi je pense qu'en gestation, dans ces années-là, il y avait l'idée aussi des déclassés de la mondialisation, des oubliés de la mondialisation, de toute cette classe moyenne américaine qui s'interrogeait sur la pertinence d'aller aider des gens à l'autre bout du monde quand on n'arrive pas à faire les ponts, les chaussées ou les voies de chemin de fer chez soi. Tous ces mouvements... Ils sont au bord de la guerre civile aujourd'hui. C'est un peu ce que vous laissez entendre. Alors oui, parce que l'Amérique s'est développée. Récemment, j'étais à Los Angeles, où j'ai 2 enfants qui habitent aux États-Unis, donc c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. J'ai pu leur rendre visite il y a un mois, et j'ai regardé un article du Los Angeles Times très intéressant qui expliquait à quel point cette division dont vous parlez entre les démocrates progressistes entre guillemets et l'idéologie woke qui contamine les franges les plus extrêmes du Parti démocrate, et puis au contraire le Trumpisme très ancré, on le voit avec Trump qui est en train de nous refaire le coup de la victime, etc. Vous pensez que ça va lui profiter alors justement? Ah oui, totalement. Moi je suis ses chances complètement. 2024. Alors ses chances, on verra, parce que on a oublié une chose. Il a obtenu à l'élection, Joe Biden a obtenu un peu plus de 80 millions de votes. Donald Trump, je crois que c'est 72, 74 millions. Donald Trump, en perdant les dernières élections, a obtenu plus de voix que Obama en gagnant les élections au moment où il est arrivé au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a eu une mobilisation aussi chez Trump, et que la mobilisation supplémentaire qui a eu lieu chez Biden, il faut qu'elle se reproduise une nouvelle fois. Donc là, c'est peut-être plus facile. Alors après, ça va être État par État, et on va encore passer une nuit à faire des calculs arithmétiques. Donc c'est compliqué le système justement américain pour l'élection présidentielle. Mais voilà. Mais il y a toujours une possibilité. Et l'idée, c'est toujours de la croyance. C'est toujours
ce que Donald Trump arrive à incarner, ce qu'il va faire pour sa campagne, c'est qu'il va incarner ce que Clinton avait fait pendant sa campagne avec les démocrates, c'est l'idée du comeback kid. C'est-à-dire le type qui a été... il a pris des baffes, il a été en procès, on a voulu l'accuser, il a été devant un juge, on lui a pas mis les menottes, mais il a parcouru le couloir de la honte. Il est allé très très bas, peut-être pas autant que DSK, mais DSK s'est jamais représenté une élection. Mais là, Donald Trump, il y a rien qui l'empêche de se présenter à une élection. Même il peut être, j'ai lu que même s'il va en prison, il peut toujours se représenter. La seule chose qu'il peut pas faire s'il va en prison, c'est voter. Les prisonniers ne votent pas aux États-Unis à la différence de chez nous. Donc il pourrait être élu. Il peut être élu hypothétiquement en prison. Donc bon, tout ça, voilà, il va probablement pas aller en prison, même si on accumule les 34 chefs d'inculpation qui lui ont été signifiés mardi dernier. Théoriquement, il devrait pouvoir aller en prison jusqu'à 130 ans. Mais il prendra probablement, je mets ma main à couper, qu'il passera pas une journée en prison. Il va peut-être gagner son procès. Et donc, évidemment, s'il le gagne, c'est la victoire contre l'establishment, ça va être la victoire. Donc ça, il va jouer. Il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est une victime. Et il est revenu au cœur des médias. Il est complètement. Toutes les chaînes télé cette semaine. C'est son événement. Vous savez, aux États-Unis, on dit « There's no such thing as bad publicity ». C'est-à-dire que la mauvaise publicité n'existe pas. À partir du moment où on parle de vous, c'est bon. On ne cherche pas à dire « Ah oui, bad buzz, good buzz ». Non, il faut occuper. Et la stratégie de Trump a toujours été politiquement d'être au centre. À partir du moment où on est au centre, on parle de soi, voilà, on finit par avancer, on finit par s'imposer naturellement. Donc là, il y a une possibilité qu'il le fasse, parce que côté démocrate, bah oui, l'offre Joe Biden, elle est quand même pas très, voilà. Donald Trump va jouer que sur du velours en disant, on ne sait pas comment la guerre en Ukraine va évoluer, mais si c'est la gabegie, évidemment que ça sera reproché à Biden de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au moment, et Trump a commencé déjà son cirque en disant, mais moi, Poutine, il n'aurait jamais fait de guerre, et force est de constater que sous la présidence de Trump, à la différence de beaucoup de présidents américains, mais il n'y a pas eu de guerre. C'est une des rares périodes dans la vie politique américaine où il n'y a pas eu de guerre. Voilà. Donc oui, c'est possible. Et je vous dis, voilà, il faut toujours. Il y a d'abord une chose. Je vais raconter. Je vais terminer sur Trump par une anecdote incroyable qui en dit long sur qui est le personnage. Au moment de 2016. La nuit électorale avait commencé par des retours de grands États comme le New Jersey, etc., qui tombaient un à un dans l'escarcelle de Clinton. Les sondages donnaient Clinton tout en haut, et Donald Trump était comme nous là sur un canapé avec un Coca Light. Il boit du Coca Light. Il avait son Coca Light, il regardait la colonne Hillary monter, la sienne stagner. Je crois qu'il avait réussi à récupérer le Texas, mais bon. Ça sentait le sapin, comme on dit, et une partie de ses conseillers dans la pièce, c'était dans la Trump Tower à New York, avaient commencé à plier bagages, fermant les ordinateurs, et lui, il était là, et là. Et à un moment, il regarde ses conseillers, il dit « It's not done yet ». Et il continue à être sur son truc, à espérer, etc. Et voilà, on dit aussi « It's not over until it's over ». Sauf que là, jusqu'au dernier moment, et bon, la Floride a basculé, l'Ohio a basculé, la Pennsylvanie, enfin, et surtout les États du Nord qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire le Michigan et le Wisconsin, qui ont fait l'élection pour Trump. Yann Barthès a basculé. Oui, et puis un certain nombre de gens avaient dit, ou tout à coup... Qui étaient absolument horrifiés. Oui, voilà, c'était tout à fait, ils avaient perdu leur père, enfin bref, c'était une horreur. Bon, voilà, donc cette force de caractère, bon, voilà, c'est ce qui fait les hommes politiques aux États-Unis. Trump a plein de défauts par ailleurs, c'est un type irrationnel, parfois a une image de lui-même qui est tellement démesurée que bon, mais avec le système américain, ça peut marcher, ça. Les personnages. Et paradoxalement, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur Hollywood, qui était détesté par l'Amérique. Mais le profonde. scénario, et bizarrement, aujourd'hui, on croit que c'est un acteur d'une super production américaine, quoi. Donald Trump, c'est colossal, quoi. Je vois encore cet avion sur le tarmac de l'aéroport, le cortège des 11 voitures, enfin, et tout un avion est mis en scène, on a l'impression. Un avion avec marqué
Trump sur l'avion. Donc déjà, voilà, déjà on est dans l'exception, déjà on est dans un type qui va faire son audience à la cour à New York dans un cortège comme s'il était le président des États-Unis déjà. Donc là, il y a aussi ça dans la psychologie collective de le voir déjà à nouveau président. Donc et puis, voilà, l'autre aspect hollywoodien qui me semble intéressant, c'est toujours le scénario du type qui tombe et qui se redresse. Voilà, le comeback kid. Voilà. Les Américains adorent. Et ils adorent. Alors, Régis Le Sommier, je vous propose d'entrer à présent dans le vif du sujet, de notre sujet dont on va bien sûr parler longuement dans cette émission, celui que vous traitez dans votre dernier livre, je le disais, Événement, intitulé « Jusqu'au dernier Ukrainien », publié il y a quelques jours seulement. Donc, merci de nous réserver cette interview aux éditions Max Milo. Alors, j'incite vraiment tous ceux qui nous regardent à foncer, donc vous procurer ce livre, à le lire. C'est un contrepoint plus que nécessaire à la propagande sans nuance qu'on peut entendre jour et nuit sur certaines chaînes d'information, je ne les citerai pas. Ce livre s'appuie notamment sur votre expérience auprès non seulement des troupes russes, mais aussi des troupes ukrainiennes. Alors, première question, qui peut être la plus fondamentale selon moi. Quel message, Régis Le Sommier, souhaitez-vous faire passer à travers ce livre ? Le message, dans ce livre, je reviens sur des moments essentiels de ma jeunesse. Et notamment un moment, j'ai eu un père sous-marinier, qui donc était officier supérieur sur des SNLE, donc des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai vécu une enfance avec un père qui partait sous la calotte du pôle, embarquant à côté de son oreiller, quand il allait s'endormir, il y avait 500 fois la bombe d'Hiroshima. 500 fois, ça veut dire on fait sauter la planète, quoi. Avec un SNLE français, on fait sauter la planète. Donc vous imaginez, il y a des Américains, il y a des Britanniques et il y a des Russes, parce que c'était la guerre froide, c'était en début des années 80. Et donc ils partaient jouer au chat et à la souris sous le pôle avec les Russes, avec dans l'idée de balancer ces missiles, si attaque il y avait, sur les villes du pacte de Varsovie, en fait, s'ils allaient sous le pôle, parce que la courbure de la Terre étant... La Terre est un peu, elle n'est pas complètement ronde, elle est un peu ovale, voilà. Et au niveau du pôle, eh bien, il y avait la distance. À l'époque, les missiles faisaient 3000 km. Donc, ils pouvaient atteindre les principales villes du pacte de Varsovie et les Russes, inversement, celles d'Europe et des États-Unis. Donc, il y avait une partie de bras de fer qui se jouait sous les océans, dans un monde du silence. Et j'ai eu très tôt la conscience que mon père... pouvait appuyer, en appuyant sur un bouton, ce à quoi il jouait j'avais pas de nouvelles pendant 2 mois et demi, hein. Mais ce qu'il faisait, ce à quoi il se livrait, ça voulait dire qu'un type à bord de son truc pouvait appuyer sur un bouton et faire sauter la planète. Et ça, je dirais que on a parlé des expériences de guerre que j'ai pu avoir. J'ai une admiration sans borne pour les guerriers. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans la guerre et il y a quelque chose qui m'intéresse dans les hommes qui la font. En revanche, j'ai toujours été assez, pas réfractaire, mais enfin assez peu intéressé par les armes en soi. L'arme en soi ne possède pas une qualité surnaturelle pour moi, alors que je connais des gens qui sont fascinés par les armes. Mais le guerrier m'a toujours intéressé, mais je crois que cette conscience très tôt des enjeux et des engrenages qui pouvaient... je soupçonnais que pour arriver à des stades comme ça, il fallait qu'il y ait une escalade et qu'il y avait déjà eu cette escalade, puisque dans les livres d'histoire, j'apprenais la crise des missiles à Cuba, où le monde s'était retrouvé au bord de la guerre nucléaire. Il y a eu la crise des Pershing aussi, les SS-20, les Pershing, quand j'étais jeune dans les années 80, entre l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, en fait les deux blocs. Et aujourd'hui, le message que je veux faire passer en fait avec ce livre, c'est un message qui est complètement, ancré en moi. Il faut tout faire pour arrêter ce truc. Je ne me réjouis absolument pas de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Je pense que c'est extrêmement dangereux et ça m'enrage de voir cette guerre, parce que je pense que d'abord c'est une guerre qui n'aurait pas eu
dû avoir lieu. On aurait dû trouver une manière de traiter avec la Russie. On aurait dû... la Russie aussi, on n'était pas obligé de s'arc-bouter comme elle l'a fait. Les responsabilités sont extrêmement partagées dans ce conflit, même si c'est la Russie qui l'a déclaré, même si c'est une agression contre un pays souverain et que... De ce point de vue-là, je l'ai condamné. Je vois les conséquences et je vois l'engrenage qui est possible. Et j'ai eu ces discussions avec Arnaud Klarsfeld, qui lui a, je trouve, assez justement dans le paysage politico-médiatique, agité un peu le chiffon à un moment, en se disant, mais attendez, on a oublié en étant très ostracisé. Hein. Mais totalement. Mais il l'a fait, je pense, de façon totalement... il s'est souvenu de sa mère allemande, de tout ce que les Allemands vaincus ont aussi subi, de cette Europe, des 20 millions de morts russes, des 6 millions de juifs dans les camps, etc., de tout ce ravage de la Seconde Guerre mondiale. Et la vraie question aujourd'hui, c'est jusqu'où va-t-on aller dans ce conflit ? Et ce que l'on voit, malheureusement, je trouve, j'ai écrit aussi, c'est que les militaires, aujourd'hui, je ne parle pas des militaires de plateau qui n'ont fait la guerre que sur des cartes. Des généraux de plateau, hein, voilà, les qualifiés. Qui viennent vous expliquer ce qui se passe et voilà, l'état-major. Qui n'ont jamais été sur un voilà, terrain et qui de guerre. Se sont plantés au moins 2 ou 3 fois. Mais ça, c'est pas grave, hein, tout le monde s'est planté dans cette guerre, mais il y a toujours une espèce de manière de revenir et de raconter à nouveau des conneries qui est toujours voilà. Mais donc c'est pas eux dont je parle de ceux qui font la guerre. Je parle du chef d'état-major en particulier de l'armée américaine, le général Milley, qui dit attendez, il y a toujours une dose de réalisme chez les militaires. Et ce sont les seuls à envisager, notamment ce fameux général Milley qui a parlé de négociation l'autre jour. Je dis, mais le mot négociation, il devrait être dans la bouche d'Anthony Blinken, pas dans la bouche du chef d'état-major de l'armée américaine. C'est là où on devrait trouver, c'est là où il y a un vrai problème. C'est là où il y a un vrai problème parce que cette guerre, il va bien falloir la terminer à un moment. Avec, je veux dire, on va pas pouvoir rester comme ça. Alors maintenant, il y a les Chinois dans la danse. Au moment, Emmanuel Macron va revenir de sa visite en Chine. Et donc, chacun sent bien qu'il va falloir à un moment que les deux parties, je veux dire, discutent. C'est pas possible de faire autrement. Mais que aussi les parrains de cette guerre, les Américains en particulier. Vous croyez que Macron, honnêtement, peut être entendu ? Écoutez, il essaye. Il a essayé d'aller dialoguer avec Poutine au début de la guerre, la diplomatie du coup de téléphone, qu'il a utilisé pour sa campagne aussi. Je ne veux pas lui porter la pierre, moi, là-dessus, parce que j'estime que la France devrait normalement avoir une position plus incisive. Je pense que la France est beaucoup trop suiviste des Américains. Ça, est-ce que cette voix de la France est intéressante ? Mais c'est pas Macron qui a... Cette voix de la France, elle a toujours autant de portée ? Elle aurait... On parlait tout à l'heure de Dominique de Villepin. Oui, mais à l'époque de Dominique de Villepin, il y a eu cet acte extraordinaire de ce refus de s'embarquer dans une aventure militaro-politique, d'orchestration américaine, purement et simplement. Donc ça, il y a eu un courage énorme de la part de nos dirigeants à l'époque, et malheureusement, on aimerait aujourd'hui voir un courage identique, de dire non, on va pas continuer à livrer des armes comme ça, à vider nos arsenaux. Pourquoi finalement ? Pour que dans 6 mois, il y ait encore 50 000 Ukrainiens au tapis, 50 000 Russes de l'autre côté. Pourquoi ? Pour aller où ? Je vous signale que depuis 6 mois, pendant qu'on a tous ces discussions sur les plateaux de télé, de célèbres chaînes d'infos que vous avez évoquées, des gens qui, on a l'impression, jouent à la bataille navale, mais au final, il y a des morts. Moi, je suis allé les voir, ces morts. Je suis allé dans ces endroits où, pour moi, Bakhmout, c'est Verdun avec les drones. Voilà. C'est inimaginable ce qui se passe. C'est inimaginable une ligne de front aujourd'hui. Les gens qui vivent dans ces circonstances-là m'ont donné l'idée, moi personnellement, que d'abord, en tant que Français, on n'est pas capable de faire une guerre comme ça. Donc si vous, moi, sommes aujourd'hui, demain, prenons un fusil et qu'on nous envoie là-bas, on n'est pas capable de lutter comme les Russes ou comme les Ukrainiens le font. On n'a pas cette consistance.
Ces gens-là sont des paysans, ces gens-là sont des mineurs, sont des gens qui sont habitués à la dure, qui peuvent résister par des températures de -10 dans des trous à rats, avec des rats, voilà, et qui sont capables voilà, d'encaisser ce genre d'intensité de combat. Aujourd'hui, en France, on n'a plus on l'avait en 14-18, c'était des paysans qu'on envoyait au front en 14-18. Les ouvriers faisaient les obus à l'arrière, faisaient fabriquer l'armement. On a commencé à envoyer des ouvriers quand il n'y avait plus de paysans, c'est-à-dire vers 1917 à la fin. Mais en réalité, donc voilà, la nature des gens qui font la guerre là-bas n'est pas la même nature que les gens que les Français d'aujourd'hui. On a oublié, nous, ce que c'est que la guerre. Donc il faut faire très attention à ça. Et pour revenir à cette expérience de jeunesse, je crois qu'il y a quelque chose de... Voilà, moi, il y a un pacifisme chez moi. Pacifisme ne veut pas du tout dire défaitisme, parce que ça aussi... ah oui, attention, t'es muni quoi? On se balance ça au visage, très facile, tout ça dans un fauteuil autour d'une table. Voilà, quand on va voir cette guerre, il faut qu'on se dise jusqu'où on est prêt à la mener, et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Jusqu'au dernier Ukrainien, parce que c'est une phrase incroyable qui a été sortie par le sénateur Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud, au début de l'année, qui a dit « Avec notre armement et notre argent, et l'argent américain, ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien ». Vous vous rendez compte, vous imaginez si vous aviez il y a un conflit en Afrique et vous avez la France qui soutient une partie, vous avez le député de la Drôme qui dit ils vont se battre jusqu'au dernier Malien ou jusqu'au dernier... Non mais c'est complètement dingue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'utiliser un peuple pour affaiblir un autre dans des intérêts géopolitiques, géostratégiques supérieurs, mais qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de ce peuple. Et malheureusement, voilà, moi je pense qu'il faut arrêter cette guerre le plus rapidement possible, parce que je ne crois pas, on parle d'une contre-offensive ukrainienne, là, peut-être aura-t-elle lieu, peut-être permettra-t-elle à l'Ukraine de récupérer un certain nombre de territoires, mais s'illusionner sur la capacité de l'Ukraine à reprendre tout le territoire conquis par la Russie, je pense que c'est une mauvaise direction, et je pense qu'il va falloir être réaliste au sens des militaires dont je vous parlais tout à l'heure. Alors Régis Le Sommier, vous êtes l'un des rares reporters à avoir été du côté russe. Pourquoi les autres grands journalistes de guerre ne s'y rendent pas? Alors, certains y sont allés. Moi, ma confrère Liseron Boudoul de TF1 y est allée. Elle a passé 3 mois dans le Donbass au début de la guerre. À quoi avez-vous eu accès d'ailleurs? Moi, j'ai eu accès. J'ai fait deux. Vous étiez dans quelle zone? Alors, j'ai fait 2 reportages. Le premier, où je suis allé dans les 4 oblasts. J'ai passé quelques jours à Kherson, à l'époque où les Russes occupaient la ville, sur les lignes de front au nord de Kherson, donc dans l'oblast de Mykolaïev. Ensuite, celui de Zaporijia. Je suis allé autour de cette fameuse centrale interroger les habitants qui habitent au pied de la fameuse centrale nucléaire, plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et je suis allé aussi à Berdiansk, à Mariupol. Je suis retourné à Mariupol 6 mois après les combats. On a une préfiguration de ce que va être Bakhmout, en fait. Et là, vous étiez complètement libre ou vous étiez contrôlé par les polices politiques ou les officiers russes? Alors oui, il y a toujours, évidemment, des gens du FSB qui vont vous demander, vous poser des questions, vous avez des checkpoints où ça va être compliqué, où il n'y a pas l'autorisation pour aller à tel endroit, donc il faut attendre. Par moment, la surveillance, entre guillemets, se relâche, c'est-à-dire qu'on va dans certains endroits, il y a certains oblasts, c'est en fait les zones administratives où on doit prendre contact avec quelqu'un. Ces personnes nous amènent aux endroits où on a demandé à aller. Et puis il y a, en fait, il faut toujours qu'on soit signalé quelque part, mais on est dans des zones de guerre, donc on peut pas se balader comme ça. Il n'y a pas de cette notion de liberté, même côté ukrainien, elle est illusoire. On est encadré, on est forcément amené dans des endroits. Bon, après, on peut pas aller partout. Vous savez pourquoi je vous demande ça? Non, mais si, ce qui est important, parce que mettez, par exemple, il y a une zone, la zone de Mélitopol, par exemple, Méthylopol, pardon, qui est dans l'oblast de Zaporijia. Là, pour le coup, on était vraiment cornaqués par des types en armes. Il y en avait un qui se mettait à l'avant de la voiture avec son fusil tous les jours. Dès qu'on allait à la centrale, mais bon, la centrale, c'est un endroit très
touchy, quoi. C'est un endroit très source de controverse. Donc, et puis par moment, après, quand ils nous ont laissé parler aux habitants, il y avait plus personne. Donc voilà. Donc parfois, il y a énormément de contrôle, et puis des moments où on pourrait penser qu'ils vont nous contrôler ou qu'ils vont écouter ce qu'on dit. En fait, on peut circuler ou poser des questions librement. Voilà, c'est toujours paradoxal, mais pour résumer, moi je préfère dans ces circonstances-là être avec une troupe, passer comme on a fait en janvier, où là on est sur un secteur, on vit avec les soldats. Et puis on se fait accepter, et il n'y a pas d'officier de presse, il n'y a pas de... En fait, le commandant, il a notre confiance, on gagne la confiance, et après, on fait presque partie de... Ça, c'est des Alors moments justement, très on gagne la intéressants. confiance, on se fait accepter. J'en profite Ouais. puisque là encore, dans cette émission, vraiment, on essaye de tordre le cou à toutes les rumeurs, ce qui se dit. Bon, je vais pas vous mentir, en vous recevant, beaucoup de gens m'ont dit, et il y a beaucoup de gens qui vous accusent d'être pro-russe. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens ? Bah, écoutez, je vais répondre une simple chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens de... Vous l'avez entendu ça, hein ? Oui, Je j'ai ne entendu. pas dans les médias Non, français mais notamment. j'ai même répondu plusieurs fois, mais on persiste à... D'abord, j'aimerais bien que quelqu'un me produise un de mes écrits, un papier ou quelque chose, une déclaration où je ferais l'éloge de Vladimir Poutine, où je dirais oui, je soutiens Vladimir Poutine d'une quelconque façon. Ça n'existe pas, déjà. L'autre aspect, c'est que je trouve ça particulièrement intéressant. Comme je vous disais tout à l'heure, je reviens de 15 jours en Afghanistan. Vous n'êtes pas censé ignorer, l'Afghanistan est contrôlé par les talibans. Les talibans, je les pratique depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs reportages, notamment pour Paris Match, un documentaire pour Canal+, où j'ai passé du temps chez les talibans. Au moment où le documentaire est sorti, quasiment au moment où les talibans ont repris Kaboul, personne n'a dit Régis Le Sommier, porteur de l'idéologie des talibans. Pourtant, c'est des gens que je connais bien. J'ai passé du temps avec eux, et là, je viens de passer 15 jours chez eux. Ils m'ont montré les forces spéciales. Je suis parti faire des opérations avec leurs forces de police. On m'a pas dit t'es un djihadiste. Donc quel est le problème ? Je vous signale que à une époque, qui remonte un petit peu, j'étais correspondant aux États-Unis. En tant que correspondant aux États-Unis, j'ai interviewé 2 présidents américains. On en a parlé un peu tout à l'heure avec George Bush. Je n'ai pas parlé de Barack Obama aussi. J'ai interviewé 2 présidents. Je ne connais pas beaucoup de journalistes français qui ont interviewé 2 présidents américains. J'ai fait également la biographie de quelqu'un que je considère encore aujourd'hui comme un ami, qui est le général Petraeus, qui était le directeur de la CIA. Au moment où j'ai publié ma biographie, il m'a accueilli, on a fait des grandes discussions sur sa carrière, sur la vie en général, à l'anglais, au siège de la CIA. À l'époque, je me souviens, on me disait, oui, mais tu passes un peu trop de temps avec les Américains sur le terrain, il y avait la guerre en Irak, c'était logique. Donc on me disait, oui, en fait, on me traitait de pro-américain. Ensuite, j'ai interviewé Bachar el-Assad, on m'a dit, ah oui, ça y est, il est pro-Bachar. Et après, maintenant, on vient de dire, je suis pro-russe. Non, ce que je fais, c'est je fais mon métier. C'est un métier difficile. C'est un métier qui demande de garder d'abord la tête froide par rapport à toutes ces attaques. Mais c'est surtout un métier que... Ça vous touche ou pas ? Mais ce qui me touche le plus, c'est d'aller faire ces sujets, de passer 15 jours sur le front de Bakhmout, côté russe, et de se dire, bon, là, on a échappé quand même à des trucs, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, à des intensités, à des hasards, à des choses où on aurait pu mourir, et de revenir chez soi. Et à une époque, quand on revenait, on était content, on avait fait le reportage, on revenait, moi je me souviens, je revenais d'Irak, j'avais 10 pages. Puis vous revenez, on vous met sur un plateau avec BHL qui lui... Alors, non, on peut me mettre sur un plateau avec BHL. Et encore, BHL, c'est pas celui que je critique le plus, même si vous allez me dire que je lui ai reproché de ne pas avoir de gilet pare-balles et de casque. Non, au moins BHL, bon, il est dans une idéologie, on fait pas le même métier. Lui est dans de la propagande, il défend un camp, bon. Mais au moins, il a un avantage, je dirais, par rapport aux généraux de plateau dont on parlait, c'est qu'au moins, il va sur place. Au moins, alors il parle à des généraux. Il va sur place, oui, mais... Non, il va pas sur la ligne de front photos, où il essaye d'approcher. Parfois, oui, mais au moins il y va. Enfin, il mouille la chemise dans le sens où, pour le coup, voilà, cette belle chemise blanche, mais il va dans les endroits, au moins, voilà. Donc, est-ce qu'il va dans les endroits vraiment risqués, pardon ? Non, mais
L'idée, c'est pas. Après, c'est lui qui vit sa vie. Je non, mais n'ai il a pas. de l'influence. C'est pour ça que j'insiste. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Ça n'est pas qu'un symbole. Il a de l'influence. Et le problème, moi, je lui ai dit quand je l'avais rencontré à cette occasion, je lui ai dit, vous ne parlez pas aux petites gens. Vous parlez trop à Zaloujny, aux généraux, à Zelensky. Et on l'invite partout sur tous les plateaux. Oui, je dis, vous devriez aller parler aux gens. Ah, mais vous verrez le petit accordéoniste d'Odessa, il sera dans mon film. Mais non, c'est pas un élément décoratif. C'est ce qu'il y a dans la tête de ce mec qui est intéressant. C'est ce qui se passe dans la vie de ce type à cause de ce conflit. Le général, machin, il va toujours vous raconter, vous faire le tour du champ de bataille et tout va bien. Donc, moi, je trouve, voilà, le problème de BHL, c'est un problème de dérive, peut-être d'une forme, je dirais, on a oublié les principes de base du journalisme, mais encore lui n'est pas journaliste. C'est pas lui il se définit comme philosophe ou influenceur, j'en sais rien. Je sais même pas comment il se définit. Mais non, mais ce que je reproche, c'est plutôt sa légitimité. Non, mais moi, ce que je reproche, on a l'impression qu'il a les clés de Paris Match en permanence. En permanence, c'est un mystère, ça. Ça, c'est des problèmes qui me dépassent. Moi, ce que je veux dire, c'est au niveau des confrères, c'est qu'aujourd'hui, ce métier est difficile. S'il est difficile quand on revient d'une ligne de front, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien. Et après, je vous raconterai aussi une autre rencontre que j'ai faite il y a pas longtemps là. Vous ne vous attendez pas, avant, on ne s'attendait pas à se faire démolir en rentrant de chez soi, ou à se faire démolir pour être allé avec les Russes. Et encore, je vous dis, c'est complètement grotesque, parce que personne me dit, non, vous êtes un pro-taliban parce que t'es allé avec eux. Voilà. Et là, il y a pas longtemps, j'ai déjeuné avec une de mes confrères, avec qui on a partagé pas mal de souvenirs de reportages en Afrique, qui s'appelle Dorothée Oliéric, qui est grand reporter à France 2. Et Dorothée, il s'avère qu'elle était à Bakhmout au moment où j'y étais, ou à peu près à 20 km en gros de l'endroit où j'étais. Et ben, on a passé notre déjeuner à comparer. On ne peut pas le faire là-bas, parce que, attention, si on commence à communiquer, envoyer des WhatsApp à quelqu'un qui est de l'autre côté, faut faire très très attention. Donc on le fait pas là-bas, mais on sait très bien... Mais vous voulez dire quoi? C'est la guerre technologique, là? Ça peut être intercepté? Ah ben bien sûr, oui. Ah oui, non, faut faire très très attention. Bien sûr. Et puis vous savez très bien que dans ce genre de circonstances, entre envoyer un message innocent sur un canal WhatsApp à quelqu'un qui est en face, même si c'est pour dire coucou, ça va, je suis là, s'il est intercepté par un fonctionnaire machin, bah tout de suite vous devenez un espion. Il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. Aujourd'hui, là, vous avez un correspondant du Wall Street Journal qui a été arrêté. On ne sait pas très bien pourquoi exactement accusé d'espionnage par les Russes. Vous avez 2 profs français qui ont été arrêtés en Iran, qui sont détenus en Iran parce qu'ils ont accompagné les manifestants. Juste au moment où j'étais en Iran, d'ailleurs. C'est au moment où ils ont fait une vidéo de confession, comme quoi ils étaient des agents de la DGSE. Donc, entre journalistes, profs, visiteurs, touristes et espions, la différence, elle est ténue. Et chez les talibans, c'est pareil. Il y a un franco-afghan qui aujourd'hui est aux mains du gouvernement pour accuser d'espionnage. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas très bien. Donc, faut faire très attention. Donc, pour revenir sur mes discussions avec Dorothée, Dorothée me dit, mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent en face. C'est évident. Il faut, ne serait-ce que pour essayer de clarifier. On ne voit pas tout. Moi, je dis toujours, en allant quelque part, on voit pas tout, mais on en voit toujours un peu plus qu'en n'y allant pas. Et c'est toujours ce principe qui me guide. Et j'ai 25 ans de reportage derrière moi. Et c'est pareil, quand vous me dites pro-russe, mais j'ai 54 ans. Vous croyez que je suis à attendre 54 ans pour me découvrir espion russe? Non, mais c'est grotesque. Voilà. Et ça, on entend ça de la part de gens confortablement installés dans leur fauteuil, qui tweetent devant leur télé et qui ensuite ont l'impression de faire la pluie et le beau temps et de dire qui est bien, qui est pas bien. Et ce qui est insupportable dans la situation d'aujourd'hui, c'est de faire ces métiers difficiles dans lesquels effectivement on risque nos vies et de revenir à domicile et de se faire flinguer. Ça, c'est insupportable, oui. Quelles sont les différences entre votre visite auprès des Ukrainiens et celle auprès des Russes? C'était pas la même époque de la guerre. Moi, j'accompagnais chez les Ukrainiens. Alors, je consacre une large partie de mon livre à c'était une aventure assez étonnante qui m'a rappelé. Enfin,
moi j'ai lu dans les livres comment Martha Gellhorn, La guerre d'Espagne, Barcelone 1936, George Orwell, l'hommage à la Catalogne. C'est des livres qui m'ont marqué parce que c'est des livres où des intellectuels à l'époque, ce qu'ils font moins aujourd'hui, je l'ai d'ailleurs dit à Raphaël Enthoven, rappelé sur un plateau, que au lieu de faire des tweets dithyrambiques en disant qu'il fallait aider l'Ukraine, il ferait bien de faire comme Martha Gellhorn ou comment il s'appelle, George Orwell ou Hemingway, d'aller sur place. Que les intellectuels à l'époque avaient un peu plus de panache que ceux d'aujourd'hui. Au moins, s'ils avaient des convictions, ils allaient sur place. Donc, parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté ukrainien ressemblait un petit peu à cette guerre d'Espagne. C'est-à-dire, j'accompagnais des volontaires français. Ça me fait penser, à Claude Malhuret, vous savez, aussi ce sénateur qui est à la tribune du Sénat. Oui, lui, il est assez... il est assez exceptionnel, lui, qui like sur le front. Oui, non, mais c'est ça. On a envie de dire, si vous avez voilà, si vous pensez que vous êtes dans un combat juste, poussez jusqu'au bout et soyez logique avec vous-même. Bon, ils le font pas, ils préfèrent tweeter, c'est la nouvelle arme, mais en tout cas, c'est pas ça qui va faire gagner la guerre. Ce que je veux dire, c'est que pour revenir sur le côté ukrainien, j'accompagnais une sorte de, on va dire, de militant d'extrême gauche de l'ouest de la France, quelqu'un qui avait été un peu zadiste, qui avait trouvé un combat, et c'est là où leur profil était intéressant. Il y avait un ancien chasseur alpin, un militaire aussi, et puis un type qui était dans la sécu, et ils cherchaient, je les ai accompagnés dans leur quête d'un engagement dans l'armée ukrainienne. Et ce qui était intéressant, c'est que le militaire et, on va dire, le militant d'extrême gauche s'étaient déjà rencontrés au Rojava. Ils avaient combattu ensemble Daesh avec les Kurdes. Donc ils avaient déjà une expérience militaire et donc l'idée d'une espèce d'international des causes comme ça, de gens qui acceptaient de verser leur sang pour des causes qu'ils estimaient justes. Et c'est ça qui m'a intéressé chez eux. Et j'ai trouvé qu'en Ukraine, il y avait cette idée de le monde vient comme au chevet de l'Espagne en 1936 face à cette agression, face à Guernica, face aux avions allemands et à l'armée franquiste, aider un pays agressé. Et là, j'ai trouvé ça, voilà, c'était cette époque-là. Ça voulait pas dire que, pour revenir sur le contrôle, on pouvait aller partout. Mais l'Ukraine, tout ça se mettait en place, donc il y avait un petit côté vraiment une aventure, quoi. Côté russe aussi, mais l'aventure, elle est comment dire, on est plus dans le cadre d'une armée, on est plus dans le cadre d'affrontements classiques. Là, c'était la fleur au fusil, quoi. Ils partaient, alors ils sont pas morts, Dieu les en garde, ils sont toujours en combat. Il y en a un qui est rentré. Et voilà. Et ce que j'ai vu de l'Ukraine, je l'ai vu à travers eux, mais on a vécu quand même des moments. C'était intéressant. Je suis reparti dans un bus de réfugiés. Donc j'ai passé 15 heures avec des réfugiés, traverser la frontière jusqu'à la Pologne, Cracovie, avec des femmes, des enfants, en se disant ces femmes, ces enfants, ces vieillards quittent leur endroit, ils le reverront peut-être jamais. Leur mari est à la guerre. Voilà, il y avait quand même une solennité dans ces moments, quand même, c'était très fort, quoi. Voilà. Alors justement, ce livre événement, donc pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'émission, j'encourage vraiment nos spectateurs à donc se le procurer. Votre livre, il commence en mettant immédiatement les pieds dans le plat et en amenant à prendre un peu de recul justement sur ce conflit. C'est assez remarquable parce que à partir finalement d'une expérience de terrain, Régis Le Sommier, vous nous faites prendre beaucoup de hauteur. Vous nous décrivez notamment votre rencontre avec Grinch, qui se révèle être un instructeur américain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur oui, personnage. Vous savez, il y a des moments, ça a dû déjà vous arriver, où vous poussez une porte, il y a une réunion, vous n'êtes pas convié à la réunion et vous entendez un truc, vous dites « Ouh là là !» et là, vous refermez la porte et vous repartez parce que, en fait, il n'aurait pas fallu que vous soyez dans cette réunion. C'est exactement ce qui m'est arrivé en Ukraine. La rencontre avec cet instructeur américain et les propos de cet instructeur américain, et moi, connaissant intimement l'armée américaine pour l'avoir fréquenté, pour l'avoir accompagné sur le terrain en Irak, et ça dit quoi justement du rôle des Américains dans ce conflit? C'est-à-dire que je suis tombé sur quelqu'un qui nous a expliqué, pensant que moi et mon photographe, comme les volontaires qui étaient autour, étions des volontaires français qui cherchions
à nous engager dans l'armée ukrainienne, pardon. Eh bien, imaginant ça. Joli lapsus, on va vous suspecter d'être un espion américain maintenant. Oui, on peut tout dire. Mais pensant ça, ce personnage nous a dit, ici, c'est moi qui commande. Ici, c'est moi qui décide qui vient dans la Légion des volontaires, dans la Légion ukrainienne. Je suis là pour sélectionner les candidats. Est-ce que vous avez des expériences au combat? Savez-vous manier des armes? Quel est votre... Enfin, il a commencé à nous poser des questions, un véritable interrogatoire. Et à ce moment-là, ou peu après, je lui ai dit, nous sommes journalistes. Et là, le ton a changé du tout au tout. Vous n'avez rien à faire là. Le type a quand même été travaillé par sa conscience, parce que c'est un Américain, il sait que les journalistes, ça parle, et que les journalistes, quelque part, en étant Américain, pour un Américain, un journaliste, c'est nécessaire. Il y a quand même cette fantastique contre-pouvoir qu'est la presse aux États-Unis, et ce respect, quelque part, pour l'exercice du journalisme. Donc il est venu après, il a essayé... Du vrai journalisme. Oui, non mais vous regarderez, mais vous regarderez, dans les limites dans ce conflit viennent des éditos ou plutôt des travaux de terrain qu'on peut trouver dans le Washington Post ou dans le New York Times. Les problèmes de ravitaillement en munitions de l'armée ukrainienne sont venus la révélation de ces problèmes est venue d'un article du New York Times très fouillé, qui a expliqué. Donc c'est pas venu de la presse française, hein, c'est pas venu du Monde, qui lui par contre est toujours à bêler avec les plus radicaux pro-ukrainiens, etc., qui sont interviewés comme si c'était des scoops. Le Monde est allé interviewer récemment le chef du SBU, le service de renseignement ukrainien, qui a dit au Monde que l'Ukraine allait gagner la guerre. Peut-être difficile d'imaginer le chef du renseignement ukrainien dire le contraire. Donc voilà, c'est présenté comme des exclusivités, et tout ça c'est de la propagande. Et par contre, dès qu'on va parler à un type et tendre un micro en face, on fait de la propagande parce qu'on est avec les Russes. Donc c'est ça le deux poids deux mesures qu'on peut trouver. Mais dans la presse anglo-saxonne, il y a quand même ce mérite des faits qui, même si oui, on soutient l'Ukraine, si ça va pas, on va quand même le dire. Voilà. Et in fine, on arrive quand même à avoir une vision à peu près correcte de la situation. Et alors justement, en parlant de soutien, au-delà du soutien financier monumental, on le rappelle, apporté par les Américains, quelle est, selon vous, Régis Le Sommier, ce serait intéressant de vous entendre là-dessus, la nature du soutien apporté par les Américains? On est plus à plus de... Quand j'ai écrit le livre, on devait être à 50 milliards. Là, on a presque doublé, je pense. Le soutien, il est incarné dans ce titre avec notre argent et avec nos armes. Ils iront ils combattront jusqu'au dernier Ukrainien. L'idée, elle est là. On peut dire que les Américains sont des co-belligérants? Les Américains sont, oui, évidemment des co-belligérants, parce que sans eux, il n'y aurait pas de guerre. On est dans un conflit entre la Russie et l'OTAN, parce que vous parliez de la Finlande tout à l'heure. On est dans un conflit. C'est un conflit finalement entre la Russie et l'OTAN, c'est ça? C'est ma vision. Hein. Moi, le titre que j'ai donné au livre dans sa version, parce qu'il a été traduit en anglais, c'est Until the Last Ukrainian, An American War. C'est une guerre américaine. Ce n'est pas qu'une guerre américaine, mais c'est une guerre américaine. C'est une guerre qui a repris de l'intensité et qui avait été toujours en filigrane. J'ai été très frappé dans mon expérience de correspondant à Washington et à New York. Pendant les années Bush, à l'époque c'était donc la guerre en Irak, c'était les phénomènes de djihadisme, il y avait eu les attaques du World Trade Center, l'intervention en Afghanistan, cette menace était planétaire, elle s'était diffusée. Il n'y avait pas encore l'émergence de Daesh, mais ça allait pas. Donc en fait, il y a eu 20 ans comme ça où le choc des civilisations, cher à Samuel Huntington, il s'est produit entre le monde occidental, on va dire, et le monde arabo-musulman globalement. Il y a eu ce mano à mano, mais qui en réalité, et je m'en rendais très bien compte quand j'allais à Washington, c'est pas un hasard si j'ai cité ce sénateur Lindsey Graham, parce qu'à l'époque il faisait équipe avec John McCain, et c'était les plus interventionnistes. Si on avait laissé Graham et McCain décider de la politique étrangère des États-Unis, je peux vous dire qu'on en serait à des millions de morts. Voilà, parce que ça a toujours été des interventionnistes. Ils ont critiqué Obama parce qu'Obama n'est pas intervenu en Syrie. Il fallait toujours aller plus loin. À chaque fois qu'il y avait un truc, il fallait envoyer des armes, soutenir, etc., etc. Bon, j'aimerais bien d'ailleurs connaître les relations
relation intime, à mon sens, entre Lindsey Graham et le complexe militaro-industriel. Ça doit pas être joli. Il y a peut-être des enquêtes aussi à faire pour ces gens qui poussent et qui poussent. Et puis, il y a une seule chose qu'il faut constater. Les États-Unis, le budget, quand on parle du déclin des États-Unis, on en parle souvent, disant oui, ils sont isolationnistes, sous Trump, sous Obama, etc. Mais en réalité, les États-Unis, depuis, nous, on parle du budget de la défense. On est en train de présenter le nouveau projet avec une augmentation de 420 milliards là sur plusieurs années, mais enfin bref, significative, et c'est la première fois depuis 40 ans que le budget de la défense française augmente. Le budget américain, il est aujourd'hui à 858 milliards de dollars. Et tous les ans, là, il a pris 10%. Tous les ans, il augmente au moins de 10%. Quand il y avait cette période djihadiste, c'est-à-dire entre, en gros, la chute des Twin Towers, la chute des talibans et le retour des talibans au pouvoir, c'est 20 ans. Quand il y a eu ces 20 ans, vous croyez que cette augmentation, parce qu'on est passé en 20 ans, je pense, de à peu près 400 ou 500 milliards à 858 milliards. C'est l'équivalent des 20 nations qui suivent, et c'est 3 fois l'équivalent du budget militaire de la Chine. Donc c'est évidemment l'Amérique qui a les armes, qui a l'armement, qui a la haute technologie, qui a tout. Vous croyez qu'ils ont fait ça dans le but simplement d'éliminer des types dans le désert qui, en effet, faisaient des attentats? Mais vous croyez que c'est pour financer des drones pour éliminer ces types-là? Non. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait avec, dans l'idée, et je reviens à Lindsey Graham et aussi aux généraux américains que j'ai interviewés. Là aussi, pour un pro-russe, c'est quand même pas mal d'avoir interviewé McChrystal, McRaven, Petraeus, Caldwell, enfin tous les grands officiers américains qui ont conduit la guerre en Irak et en Afghanistan. Je les ai interviewés. Vous avez accès à tous ces gens-là, d'ailleurs? Paris Match, ça m'a beaucoup aidé parce que c'était une belle carte de visite. Et puis, oui, cette prédisposition. Et puis, j'accompagnais les troupes. J'étais une sorte de... voilà, ils me connaissaient parce que j'allais souvent donc, au fil des années, vous avez noué comme ça des liens? Oui. Et par exemple, c'est Petraeus qui m'a permis d'avoir McRaven, qui était l'homme qui a organisé le raid d'Abbottabad contre Ben Laden. Navy Seals, donc Team 6, donc l'élite de l'élite des forces spéciales américaines. Donc c'était passionnant de parler à ces gens-là. Mais ces gens-là, voyez-vous, incarnent aussi cet esprit. C'était pas simplement, on sentait chez eux que Ben Laden, la mouvance djihadiste, les bad guys, comme on les appelle de façon un petit peu, populaire aux États-Unis, kill the bad guys, we're going to Iraq to kill the bad guys. En fait, en réalité, on sentait bien que c'était pas un ennemi à leur hauteur. On sentait bien que derrière se cachait avec eux l'idée d'en revenir au grand mano à mano avec les Russes. C'est-à-dire que les Russes, on avait mis ça un peu sous le couvercle, mais la guerre froide, elle n'était pas finie. Les Russes, eux, je pense, à l'époque de Mikhail Gorbatchev, ont tendu avec honnêteté la main aux États-Unis en disant « Bon, voilà, l'URSS, c'est fini. Essayons de nous entendre sur un nouveau pacte de sécurité ». Les Américains l'ont refusé. Ils avaient l'occasion de changer le monde à ce moment-là, comme ils l'ont eu en 1945, où ils ont créé l'OTAN, avec d'autres pays occidentaux, mais l'OTAN a permis que Staline n'envahisse pas l'Europe de l'Ouest. L'OTAN a joué son rôle, et les États-Unis ont gardé le monde libre, faut le reconnaître. Mais là, ils ont manqué le coche, comme ils avaient manqué le coche en 1918. Ils se retrouvent avec le plus grand stock d'or au monde, première puissance, toutes les autres, l'Allemagne, la France, l'Angleterre sont écrabouillées, et là il manque le coup, il manque peut-être d'un président d'envergure, peut-être que le président Wilson a été trop idéaliste et pas assez, et n'a pas vu que les traités de Versailles, de Sèvres, etc. humiliaient l'Allemagne, et que donc 20 ans plus tard on est reparti dans une guerre mondiale abominable à nouveau. Donc ils avaient l'occasion, ils l'ont pas fait. Mais je pense que pendant cet interlude, je vais appeler ça un interlude, la parenthèse djihadiste, eh bien, il y a toujours eu des courants à Washington, comme il y a toujours eu des courants à Moscou, faut pas l'oublier, avec dans l'idée que derrière, on allait se refoutre sur la gueule, pour parler vulgairement, à un moment. Et c'est un peu ce qui s'est passé, parce que la première phrase que dit Graham, avant de parler des Ukrainiens jusqu'aux derniers Ukrainiens, il dit « La trajectoire qu'on a prise est idéale. » Voilà, pour nous.
C'est-à-dire qu'avec notre argent, avec nos armes, ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien. Et vous qui êtes un homme de médias, Régis Le Sommier, il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Quelle est selon vous la raison pour laquelle il est si compliqué de parler dans les médias traditionnels du rôle supposé ou avéré des Américains dans ce conflit? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que ça l'est moins qu'à l'époque? Voilà, ça l'est moins qu'à l'époque où pour le Figaro magazine, j'ai raconté cette anecdote où tout à coup, évidemment, les pro-russes se sont emparés du truc en disant regardez, Régis Le Sommier, lui, il a vu machin. Bon, je me suis dit oui, c'est logique, mais enfin, si le type il avait été serbo-croate ou turc ou je sais quoi, je l'aurais dit. Oui, mais ce que j'ai trouvé incroyable plutôt, c'est de dire oui, le Sommier c'était un pro-russe, donc il a vu un Américain. Enfin, complètement grotesque. Il y a quand même dans cette guerre, il y a pas de vainqueur. Mais quand même, il y a une défaite de l'intelligence. Pardon, est-ce que finalement, c'est pas justement les États-Unis les grands gagnants de ce conflit qui déchire une nouvelle fois le vieux continent? Écoutez, je n'en sais rien parce que les équilibres sont bouleversés. Là, on est en train d'assister à une recomposition du monde avec aujourd'hui la Chine qui prend un leadership affirmé, qui intervient dans les affaires internationales, notamment. Mais qui a quand même provoqué la réconciliation, en tout cas de plus en plus avérée, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Et il y a la question des devises qui est en train de monter en puissance, avec un abandon du dollar pour l'utilisation du yuan dans les échanges énergétiques. Donc là, il y a un vrai risque sur le dollar, et le Brésil est passé aussi dans leur camp. Donc on est dans une chose où, oui, l'Amérique va gagner sans doute en vente d'armes, etc., sans doute en influence, et elle a vassalisé l'Europe, c'est ce qui s'est passé. Ne nous faisons pas croire que Ursula von der Leyen représente un leadership européen. C'est quelqu'un, d'ailleurs, elle préempte la direction, le prochain changement, elle préempte la direction de l'OTAN. Pour quelqu'un qui a un cœur qui bat pour l'Europe, excusez-moi, là on passe carrément du côté américain. Bon, voilà, tout ça est évidemment un grand bouleversement, et dans lequel malheureusement cette position particulière qu'on aimerait que la France rejoue est de plus en plus difficile à jouer. Régis Le Sommier, pourquoi la Russie constitue encore une menace pour les États-Unis aujourd'hui ? La Russie, elle constitue une menace plus importante. Enfin, là, maintenant, on voit qu'elle est quand même amoindrie par ce conflit. Elle y a quand même laissé des plumes. Elle a décidé de rentrer en guerre. Elle est accusée par une partie du monde, pas tout le monde, contrairement à ce qu'on a vendu un peu au début. On sent bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont été réticents à condamner l'invasion russe de l'Ukraine. Mais la Russie, elle sait, militairement, on a compris qu'elle était forte, mais pas aussi forte que ça. Donc elle a un peu gaspillé une forme de crainte supplémentaire qu'elle pouvait engendrer. Elle a des armes ultra performantes. Elle est capable de tenir la dragée haute aux États-Unis sur certains programmes, notamment les armes hypersoniques, et sur lesquelles elle a même de l'avance. Oui, alors elle représente un danger beaucoup plus que... Et puis elle a la bombe nucléaire. Elle a la bombe nucléaire. Elle a 3500 têtes. Je crois que c'est 4005, mais il n'y en a que 3500, mais même 3500, ça en fait la première puissance en termes du nombre d'ogives nucléaires au monde. Oui, elle représente un danger, et c'est une sphère dans laquelle, en effet, les États-Unis ont des ambitions depuis assez longtemps. C'est le contrôle de l'Asie centrale. Avant les États-Unis, c'était l'Empire britannique qui, à l'époque du fameux grand jeu, ferraillait contre la Russie. L'Empire britannique essayant de conserver ses routes de la soie ou ses comptoirs dans les Indes et ses routes du commerce. La Russie, elle, essayant de trouver un débouché vers l'océan Indien. Donc il y a toujours eu un clash entre, on va dire, l'Occident et la Russie dans cette zone-là.
pourquoi l'Amérique considère-t-elle la Russie comme un danger? Parce que la Russie a relevé la tête au niveau international à travers à la faveur de la guerre en Syrie, de l'intervention qu'elle y a opérée en septembre 2015. La Russie a réussi à retourner la table au Moyen-Orient et à prendre un leadership conséquent qui ensuite s'est déplacé vers la Libye, puis vers l'Afrique, où elle arrive à influencer les politiques africaines et à damer le pion de la France grâce à Wagner, notamment, à sa SMP Wagner, et à des intérêts politico-militaires qu'elle s'est développée. Il y a 14 pays d'Afrique qui ont renoué dans les 20 dernières années des traités d'alliance avec la Russie. Donc elle a réactivé aussi l'héritage de la décolonisation, c'est-à-dire à l'époque la Russie a énormément participé à l'indépendance du Mali, à l'indépendance du Burkina, qui à l'époque s'appelait la Haute-Volta et qui a changé de nom d'ailleurs, donc qui est devenue une république communiste. Et en fait, tous ces pays d'Afrique étaient passés à l'époque dans la sphère soviétique. Aujourd'hui, les Russes ont réactivé ces anciennes alliances. Donc, la Russie est devenue une menace, et une menace, je dirais, secondaire par rapport à la grande menace supplémentaire, qui est la plus grande, qui est la Chine. C'est qui l'ennemi principal des États-Unis? C'est évident que c'est la Chine. Je pense que la Chine, l'Amérique s'est réveillée au sujet de la Chine pour deux éléments principaux. C'est quand elle s'est rendue compte de la taille de la marine chinoise et du développement, notamment de la construction de porte-avions gigantesques que les Chinois ont commencé à opérer. Donc les Chinois ont eu une marine qui a commencé à inquiéter les États-Unis, qui pensaient, eux, avoir la plus grande marine du monde. Ils l'ont toujours, mais ce développement militaire considérable des Chinois a commencé à inquiéter les Russes, les Américains. Mais surtout, c'est Trump qui a tiré la sonnette d'alarme sur la question des brevets, sur la question des pratiques tarifaires, sur la question des échanges commerciaux, où la Chine avait un commerce hyper à son avantage. Alors, je suis pas spécialiste d'économie, mais en tout cas, le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme, ça a été Donald Trump, hein. Et les Européens ont suivi. On a eu tendance à envoyer nos entreprises à l'étranger, et les Chinois ont copié énormément de technologies dont on était propriétaire. Donc les Chinois ont profité de l'Occident. Et voilà, donc il a fallu rétablir un petit peu et ça a participé d'une prise de conscience aux États-Unis d'une menace chinoise. Alors cette prise de conscience, elle s'incarne aussi avec la question de Taïwan, qui est une sorte d'avant-garde du monde libre, bien que tout ça est extrêmement ambigu, parce que pendant longtemps, Taïwan était l'allié des États-Unis, tout en étant une infâme dictature, et où il n'y avait pas de liberté. Qu'il pourrait y avoir un conflit entre la Chine et les États-Unis, par exemple. C'est inquiétant, oui, c'est une possibilité. Maintenant, tout dépendra aussi, et ça c'est la grande force des régimes autoritaires, c'est que les leaders restent au pouvoir très longtemps. L'Amérique, si on évoquait la possible réélection de Donald Trump, si elle a lieu, ou d'un candidat républicain qui forcément appliquera une politique plus voilà, et que ce développement tous azimuts avec le programme AUKUS dont je parle, je peux dire deux mots sur la question justement des sous-marins, le programme des sous-marins et du développement géostratégique de toute la zone Indo-Pacifique. Ça, c'est des mesures qui ont été prises sous le gouvernement Biden. Est-ce que un gouvernement républicain va garder une telle intensité ou une telle volonté de surveiller la Chine, notamment en utilisant l'Australie, puisque c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, l'avenir le dira, mais en tout cas, vous parlez de l'Arabie Saoudite, puisque je crois que vous voulez me poser une question dessus. MBS, il a 36 ans. Dans 40 ans, il sera toujours là. Il ressemblera peut-être à Ibn Saoud, le fondateur de la dynastie, qui lui a marqué de son empreinte l'Arabie Saoudite. Donc son projet vision de 2030... J'aimerais bien qu'on s'arrête justement sur l'Arabie Saoudite, parce que c'est très intéressant quand vous voyez que l'Arabie Saoudite est véritablement en train de se détourner des États-Unis au profit de la Chine. D'abord, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça, c'est la première question, en effet, que je voulais vous poser. Et deuxième question... comment vous expliquez que les États-Unis laissent les Saoudiens faire, alors qu'on se souvient du sort de Saddam Hussein et de ceux qui ont voulu tester l'hégémonie américaine?
D'abord, le sort de Saddam Hussein, ce qui est quand même paradoxal, c'est que le bonhomme et son régime et son pays ont été utilisés. Vous l'aviez rencontré Saddam Hussein, non. Et je l'ai vu à son procès. J'ai couvert son procès dans la Green Zone à Bagdad en 2016 jusqu'à son exécution en décembre 2016. 2006, pardon. 2006, excusez-moi. 10 ans plus tôt. Oui, je l'ai vu, mais je l'ai pas interviewé. Il avait déjà été capturé, mais ce que je veux dire sur ce qui s'est passé avec lui, c'est que Saddam Hussein, ça a été le pion de l'Occident pendant longtemps. Je me souviens d'ailleurs d'avoir interviewé Donald Rumsfeld, secrétaire américain à la Défense. Ma première question, ça avait été en 1983, vous avez rencontré Saddam Hussein. Humainement, comment l'avez-vous trouvé? Et là, Donald Rumsfeld était complètement désarçonné par ma question. Il ne s'attendait pas du tout à ce que je lui pose cette question. Et il a botté en touche en me disant qu'il avait surtout dialogué avec son ministre des Affaires étrangères, Tarek Aziz, qui était évidemment la vitrine plus occidentalisée, enfin en tout cas qui parlait anglais, qui parlait plusieurs langues. Saddam Hussein, c'était pas le cas. Donc il a botté en touche, Rumsfeld. Mais en fait, là-bas, il m'a quand même dit, nous venions pour nous prémunir contre l'hégémonie de l'Iran. Et on a utilisé Saddam Hussein pendant longtemps. Ça a été notre bouclier. On lui a fourni des armes, et on lui a même fourni des armes qui ont servi à gazer les Kurdes à la fin de la guerre, accusés d'être pro-Iran. Enfin bref, quand il y a eu cette affreuse guerre Iran-Irak. Je vais pas revenir dessus, mais pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, les choses sont un petit peu différentes. C'était un pacte, le pacte de l'USS Quincy en 1945, qui stipulait que les États-Unis avaient un accord particulier sur la question justement des hydrocarbures avec l'Arabie Saoudite, qui a permis aux États-Unis de payer ou en tout cas d'importer du pétrole pendant longtemps. Aujourd'hui, cette importation de pétrole n'est plus nécessaire. Enfin, il y a une autonomie énergétique, notamment grâce au gaz de schiste aux États-Unis, qui fait que conserver je dirais ce qu'avait dit un des généraux américains, Stanley McChrystal, il m'avait dit, mais en fait, on garde le Moyen-Orient, nous, Américains, on garde le Moyen-Orient pour assurer les importations de pétrole pour l'Europe et le Japon, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, moins d'importance, mais quand même, ça reste. Et ce qui s'est passé est une véritable gifle à la face des États-Unis. C'est un allié traditionnel, c'est quelqu'un de voilà, et c'est aussi la marque véritable d'un second souffle de MBS qui était quand même un peu amoindri après l'invasion du Yémen. Mais ça, il va la régler avec l'Iran, parce que les Houthis qui combattaient au Yémen sont les alliés des Iraniens. Il va régler son problème avec le Qatar, même si le Qatar voit dans l'adversité qu'il avait, dans la confrontation avec l'Arabie Saoudite, avait gagné en puissance. Là maintenant, le Qatar est un peu isolé, mais le Qatar a des relations avec l'Iran, donc tout ça devrait rentrer dans l'ordre. La question libanaise, elle avait été piétiné par le même MBS qui avait kidnappé, souvenez-vous, Saad Hariri, pour essayer de faire plier le Hezbollah. Bon, là maintenant, le Hezbollah, c'est l'Iran. Donc tout ça entre Perses et Arabes, on va discuter. On est des peuples commerçants. On va finir par s'entendre. Et cet accord essentiel sous l'égide de la Chine. Et là, aujourd'hui, je lisais que pour la première fois depuis 20 ans, des navires russes sont entrés dans un port saoudien. Donc voilà, il y a cette recomposition qui est en train de se faire. J'ai une question. Et l'Arabie a des projets aussi. Attention, le MBS veut, c'est pour ça il va continuer à maintenir les prix. Et ça, les Américains sont furieux. C'est-à-dire que l'OPEP s'est entendu pour amputer la production mondiale d'1 million de barils de pétrole par jour, ce qui fait que ça va faire grimper les prix. On est en train de le voir en ce moment en France. Ça va faire grimper les prix des hydrocarbures et ça va permettre à MBS de financer ses projets pharaoniques, Vision 2030, tout ce qu'il veut construire pour faire de son pays un parangon de modernité. En vous écoutant, j'ai une question un peu provoque justement, mais qui est de circonstance.
Si j'osais, est-ce que les États-Unis ont encore les moyens de se faire respecter dans le monde? Ils ont ces armes, ils ont cette puissance militaire considérable. Moi, je dis toujours, attention, quand on parle de déclin des États-Unis, regardez, l'Arabie Saoudite est en train de leur tourner le dos presque. Alors après, il faut voir si politiquement, les Américains, dans quel... Je pense qu'il faut arrêter de vivre dans l'illusion. Ça, c'est un constat qu'on devrait faire en France, parce qu'une partie de l'élite américaine en est conscient qu'un certain nombre de parties du monde leur échappent. L'hégémonie américaine, en tout cas, elle prend du plomb dans l'aile. Est en train de s'organiser un monde alternatif qui pourrait faire que la clé de la puissance américaine dans le monde, c'est-à-dire le dollar, la prééminence du dollar, soit mise en cause. Donc ça, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, Poutine évidemment joue voilà sur ça. Xi également, de voir que le dollar, les échanges en dollars vont diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, avec leur fameuse loi d'extraterritorialité qu'ils utilisent pour appliquer des sanctions sur un certain nombre de pays, ces sanctions vont avoir moins d'impact parce que les échanges auront lieu dans d'autres monnaies, dans d'autres configurations, et que ces sanctions qu'ils appliquent sur l'Iran, qu'ils appliquent sur la Syrie, risquent aujourd'hui d'être moins efficaces. Donc ça, c'est une perte de puissance au niveau mondial qui leur permettait, quand un pays n'était pas d'accord avec eux ou leur causait des problèmes, souvenez-vous, Cuba, qui est sous sanction depuis 1960. C'est quand même incroyable. 63, je me trompe. Mais enfin, en tout cas, le début des années 60, Cuba est sous sanction. Donc vous avez des pays comme ça sur lesquels les Américains n'ont pas réussi à mettre leur grappin et qui ont été condamnés pour ça économiquement. Donc ça risque de changer. Voilà. Après, est-ce que l'Amérique va accepter ce monde multipolaire que semble professer tout, voilà, et ce recul de facto, et ça c'est un constat qu'on ne peut que faire. Je trouve assez naïf cette idée de quand je vois Joe Biden faire des sommets pour la démocratie. D'ailleurs, j'avais fait un petit tweet en disant les Afghans ont été invités au sommet pour la démocratie. Quand on voit ce que les États-Unis ont laissé parfois dans des pays où ils étaient censés amener la démocratie et la liberté, c'était le leitmotiv, l'Irak, la Libye. Là, on était censé, bon, qu'est-ce qui reste, des miliciens en armes et des marchés aux esclaves en Libye en ce moment. Donc voilà, est-ce que finalement Kadhafi c'était peut-être pas si mal que ça finalement, quand on voit ce qu'on en a fait. Bon, aujourd'hui on continue à mettre dans l'équation cette idée que le monde occidental apporte la démocratie, la liberté, etc. Mais en réalité, cette démocratie et cette liberté, quand on voit qui sont ceux qui réorganisent cet autre monde, ce sont tous des autocrates, de Erdogan à MBS, en passant par Bachar el-Assad, qui reprend des couleurs, tout d'un coup, dans cette configuration. Khamenei, Poutine, Xi, tous ces gens-là ne sont pas à la pointe des avancées démocratiques dans le monde. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.